Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le programme ScriptNote, les mondes de l'écriture. Durant les derniers cours, on a vu comment écrire pour le cinéma, pour les séries, et aujourd'hui on va s'intéresser plus spécifiquement à comment écrire pour le jeu vidéo. Tout d'abord, notre objectif, c'est de comprendre la nature unique de la narration dans les jeux vidéo et explorer comment la narration interactive diffère des formats traditionnels. Tout d'abord, il y a une nature qui est propre aux jeux vidéo. Elle commence par l'interactivité. Les joueurs prennent des décisions qui influencent le cours de l'histoire. Chaque choix peut conduire à des résultats différents qui vont créer une expérience personnalisée. Le joueur, dans le cas d'un jeu vidéo, devient un acteur de l'histoire, avec un rôle actif dans le développement de la narration. Cela va engager les émotions et les investissements personnels. Quelques différences avec l'écriture cinématographique. Tout d'abord, la narration est non linéaire. Les histoires peuvent être racontées de manière non chronologique, offrant différentes perspectives. Ça change notre façon d'écrire et en termes d'expérience, surtout pour le joueur. Ça offre aussi une flexibilité narrative. Les scénaristes doivent anticiper de multiples chemins narratifs et leurs implications. L'écriture est toujours, comme dans le monde de la série, tout autant collaborative. Ça implique des équipes interdisciplinaires, comme les designers, les artistes, les programmeurs, pour intégrer la narration dans le gameplay. Alors on peut voir dans différents genres de jeux vidéo, donc on avait vu qu'il y avait des genres dans le cinéma, évidemment il y a des genres dans le jeu vidéo, notamment les RPG, donc les jeux de rôle. Il y a une narration qui est plutôt dynamique, centrée sur le développement des personnages et des quêtes épiques. Le joueur ici façonne l'histoire à travers ses choix. Par exemple, on a en tête The Witcher, Final Fantasy ou dans l'univers de la science-fiction Mass Effect. Les jeux de plateforme, eux, vont avoir un accent sur le gameplay et les défis de niveau, souvent avec une histoire assez simplifiée. Les jeux de plateforme utilisent des mécanismes de narration visuelle et des niveaux pour raconter des histoires succinctes, par exemple Super Mario ou Celeste. En action-aventure, il y a une combinaison d'exploration, de combat et d'énigmes, souvent avec une forte composante narrative. Les actions-aventures, justement, intègrent l'histoire du gameplay pour créer une expérience immersive et continue, proche d'une expérience cinématographique. On peut avoir en tête Uncharted, The Last of Us, God of War, et aussi, d'une certaine façon, The Legend of Zelda. Les jeux de stratégie vont avoir une narration intégrée dans le gameplay où les décisions du joueur influencent le résultat des conflits. Les histoires se développent à travers les choix tactiques et les interactions avec d'autres personnages. On peut avoir en tête Civilization, StarCraft ou XCOM. En simulation, c'est une narration immersive qui s'appuie sur la création et la gestion d'environnements virtuels. Les joueurs vivent des expériences réalistes ou fantastiques, souvent sans objectif narratif prédéfini. On peut avoir en tête les Sims, Animal Crossing, Microsoft Flight Simulator. Pour le genre Survival Horror, la narration anxiogène ou l'exploration et la survie sont au cœur de l'expérience. Les histoires émergent souvent de l'environnement et des interactions avec des créatures hostiles, créant une forte tension. Évidemment, vous avez en tête, si vous êtes gamer, Resident Evil, Silent Hill ou Outlast. Quels sont les fondamentaux de la narration interactive? La narration interactive permet aux joueurs d'influencer, c'est très important, l'histoire à travers leurs choix, en rendant l'expérience unique. Ça transforme le joueur d'un simple spectateur à un participant actif, augmentant son investissement émotionnel. Et enfin, ça favorise une connexion profonde avec les personnages et l'intrigue, essentielle pour l'engagement à long terme. Quelques concepts de base. Tout d'abord, la prise de décision. Les choix influencent le déroulement et la direction de l'histoire, augmentant l'agence personnelle du joueur. Le terme agence, on parle aussi en anglais d'agency, c'est le fait de pouvoir agir sur le monde du jeu. Il y aura des ramifications narratives. Chaque décision doit avoir des conséquences significatives qui enrichissent l'expérience. Il y a un effet d'immédiateté. Les choix doivent apparaître rapidement pour maintenir l'intérêt du joueur et créer un sentiment d'urgence. On parlera aussi de branches narratives. Donc les scénaristes doivent concevoir des arcs narratifs. Donc on a vu ça dans le cinéma, on a vu ça de façon plus spécifique dans le monde de la série. Et ici on revient avec le mot-clé d'arc narratif, qui ici doivent répondre aux choix du joueur. Sur la gestion des conflits, chaque chemin narratif doit inclure des conflits, c'est la base de toute narration, de façon universelle, pour garder le joueur engagé et encourager la prise de décision. Des jeux comme The Witcher 3 ou Detroit Become Human montrent comment des choix divers impactent l'histoire et le développement des personnages. Quelques modèles de branches narratives. On a l'arbre narratif, utilisation de schémas visuels pour représenter les choix et leurs conséquences permettant une meilleure planification.
En termes de scénarisation, les points de décision doivent être soigneusement conçus pour offrir des choix significatifs tout en préservant la cohérence narrative. En termes d'itération, il faut absolument tester et réviser les branches narratives pendant le développement pour garantir une expérience fluide. Quelles conséquences des choix? D'abord, un impact tangible. Les décisions doivent entraîner des changements visibles dans le monde et les interactions entre les personnages. En termes d'engagement émotionnel, les conséquences doivent être significatives pour renforcer l'attachement du joueur au personnage. La narration doit être dynamique. Les résultats des choix peuvent mener à des arcs narratifs variés, augmentant la rejouabilité. Le terme de rejouabilité est quelque chose de propre au jeu vidéo. L'idée, c'est de rejouer au jeu et de redécouvrir le jeu d'une nouvelle façon à travers un nouveau chemin narratif. En termes d'immersion et d'engagement, on l'a dit plusieurs fois, le terme d'immersion est très important et il est d'autant plus important dans le monde du jeu vidéo. Les choix doivent être intégrés de manière fluide dans le gameplay, justement, influençant à la fois l'histoire et le gameplay. Le gameplay, dans l'univers du jeu vidéo, ce sont en gros les mécaniques de base d'un jeu. Quelle technique d'engagement? Utiliser des dialogues adaptatifs et des changements d'environnement aux réponses aux choix du joueur. Et il faut avoir une certaine forme de récurrence des choix, intégrer des thèmes ou des motifs récurrents pour renforcer l'impact des décisions. Quels sont les défis de la narration interactive? D'abord, il y a une complexité d'écriture. La narration interactive nécessite une planification très rigoureuse pour gérer de multiples choix et conséquences. Il faut s'assurer, évidemment, comme on l'a dit dans l'univers de la série, de la cohérence narrative. Les scénaristes doivent s'assurer que les ramifications restent logiques et crédibles, puisqu'on a plein d'arcs possibles, on a des arcs même parallèles. L'idée, c'est de préserver l'intégrité de l'univers du jeu. Il faut avoir un certain équilibre entre liberté et contrainte. Créer un espace narratif où les choix du joueur se sentent significatifs sans perdre le contrôle sur l'histoire globale. Un exemple avec The Witcher 3 The Wild Hunt, il y a une prise de décision du joueur, il y a des choix moraux, les décisions justement du personnage principal, donc le Witcher qui s'appelle Geralt, ont des conséquences sur le monde qui l'entoure, souvent liées à des dilemmes moraux complexes. Geralt, par exemple, peut choisir d'aider un roi dans une guerre ou de soutenir les paysans qui souffrent des conséquences de ce conflit. Quel impact? Chaque choix influence la perception que les autres personnages ont de Geralt, ainsi que les événements futurs. En termes de branches narratives, il y a des quêtes principales et des quêtes secondaires. Ça, c'est un terme clé. Comme on l'a vu dans l'univers de la série, il y a un arc principal et des arcs secondaires. Ici, il va y avoir des quêtes principales et des quêtes secondaires. Les quêtes offrent souvent plusieurs chemins avec des résultats différents basés sur les décisions prises. Par exemple, dans The Witcher, la quête du Bloody Baron permet au joueur de choisir d'aider le baron à retrouver sa famille ou de se concentrer sur la lutte contre un esprit malveillant. Le choix de Geralt ici va impacter le destin des personnages impliqués. En termes de conséquences, selon les choix, les personnages peuvent vivre ou mourir, ce qui va affecter les relations futures dans le jeu. En termes de conséquences émotionnelles, les choix influencent non seulement l'histoire, mais aussi l'état émotionnel des personnages. Le destin de Ciri, qui est le personnage phare après Geralt, qui est l'objet du jeu, donc Geralt dans l'histoire de ce jeu est à la recherche de Ciri, c'est ce qui le motive tout au long du jeu. Donc, le personnage de Ciri est particulièrement influencé par les décisions que prend Geralt, ce qui va affecter leur relation. Les choix ici peuvent mener à une fin heureuse, où Ciri devient une sorceleuse ou une Witcher, en anglais, ou à une fin tragique, où elle meurt ou disparaît. Quel impact sur l'univers du jeu? Il y a une logique interne. Le monde de The Witcher est construit avec une histoire riche, on a vu aussi la création de l'univers, le cours construction d'un univers, le world building, mais évidemment, là, il y a tout un monde qui est riche, avec des cultures propres, etc. Il y a une logique interne qui donne du sens aux conséquences des choix du joueur. Par exemple, les guerres entre les royaumes, les créatures ou les factions influencent le climat politique du monde, et Geralt doit naviguer dans ces complexités. Ici, les décisions du joueur peuvent mener à des changements dans le paysage politique et social, rendant le monde dynamique et réactif. La narration est ici non linéaire. Le jeu utilise des flashbacks, des récits alternatifs et des visions pour enrichir l'expérience narrative. Lors d'une quête avec Ciri, le joueur peut vivre des expériences dans le passé de Ciri, ce qui révèle des détails cruciaux sur son développement et son lien avec Geralt. Quel effet? Cela va renforcer l'engagement émotionnel du joueur car ils prennent des décisions basées sur des informations contextuelles, ici beaucoup plus riches. Comment concevoir un univers cohérent? Cette partie est évidemment en lien avec construire un univers, donc avec le world building.
Donc c'est un rappel du cours qu'on a vu ensemble, mais là qui est d'autant plus important dans le monde du jeu vidéo. Il y a même un métier propre qui s'appelle le world builder, c'est-à-dire une personne qui est chargée de définir les grandes lignes de l'univers, voire même les grands détails de l'univers en question. Donc petit rappel, l'idée c'est de définir la géographie, concevoir une carte du monde immersive avec des lieux uniques qui influencent le gameplay et l'histoire. On avait aussi parlé du climat, voire même du système planétaire, etc., du système stellaire. En termes d'histoire, histoire avec un grand H, établir une chronologie détaillée des événements passés pour donner du contexte aux actions des personnages et aux conflits actuels. Il faudrait définir aussi les cultures, les civilisations, les sociétés. Donc, quelles sont les cultures, les langages, les religions, les traditions qui rendent justement chaque zone distinctive et immersive. Quelles sont les règles et les limites. Si on a de la magie, on a aussi parlé de magie dans le world building. Définir les lois physiques et magiques qui gouvernent l'univers pour une expérience crédible et engageante. Par exemple, la série de jeux The Elder Scrolls, il y a une géographie vaste et variée et des cultures détaillées et spécifiques. Dans Mass Effect, qui est un jeu vidéo de science-fiction, il y a un univers galactique aux sociétés multiples et aux règles diplomatiques. Il faut qu'il y ait une cohérence interne. La logique interne, ici, on doit respecter les règles de l'univers pour que les joueurs sentent une continuité crédible dans leurs interactions. En termes de maintien de la cohérence, même en cas de rebondissement, chaque élément doit rester en adéquation avec les fondamentaux établis de l'univers. En termes d'impact des évolutions narratives, il faut adapter les nouveaux éléments sans trahir les bases de l'univers pour éviter les incohérences. Dans le jeu Dark Souls, chaque région et interaction s'inscrit dans un univers, ici, qui a été construit de façon cohérente et implacable, malgré une certaine forme de complexité. Le lore, qu'est-ce que c'est que le lore? C'est tous les documents, les récits oraux ou objets qui racontent l'histoire de l'univers sans interrompre l'action. Ici, c'est de rendre l'univers vivant, utiliser le lore pour offrir des indices et des mystères, ce qui va enrichir la curiosité des joueurs. Ça peut être par exemple des détails architecturaux, ça peut être des documents à récupérer, où on va en apprendre un peu plus sur l'univers indirectement et non pas par, par des actions de jeu. On peut construire des récits cachés, des histoires implicites justement qui invitent les joueurs à explorer et à comprendre le passé de l'univers. Dans Bloodborne et dans The Witcher, on va utiliser des livres, des dialogues et des objets pour exposer un riche lore qui justement encourage l'exploration. Quelques techniques narratives pour enrichir le monde. On parle aussi de narrative design ou de level design. L'idée c'est d'avoir des histoires qu'on dit environnementales, donc d'avoir une narration environnementale, donc une narration par les environnements du jeu, comme on l'a dit, par l'architecture, etc. On peut utiliser par exemple des éléments visuels, des ruines, des monuments, pour raconter des événements sans dialogue. Par exemple, si on a un château qui est en ruine, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose d'important dans ce château. On peut évidemment utiliser des dialogues contextuels, des conversations entre les PNJ. Donc les PNJ, ce sont les personnages non jouables qui révèlent des informations sur l'univers et ses conflits. On peut utiliser des objets narratifs, des lettres évidemment, des journaux, des artefacts qui approfondissent le contexte du monde et les histoires personnelles. Dans le jeu vidéo BioShock, les enregistrements et les éléments visuels renforcent l'immersion dans Rapture et de son histoire déchue. Comment engager le joueur par la richesse de l'univers? Notre but, on l'a dit, c'est une connexion émotionnelle entre le joueur et le monde du jeu. Il faut créer un monde riche qui encourage les joueurs à s'impliquer émotionnellement dans les enjeux de l'univers. Il faut lui donner une certaine forme de liberté d'exploration. Ça, c'est un peu propre au métier spécifique des concepteurs de jeux vidéo, donc les game designers. Et le métier d'auteur de jeux vidéo, donc narrative designer, doit aussi comprendre comment fonctionne l'univers du game designer. Et ici, donc l'idée c'est de permettre aux joueurs de découvrir des aspects cachés, renforçant leur sentiment de découverte et de contrôle. En termes d'immersion et de fidélité, les mondes cohérents et riches du lore donnent envie aux joueurs de revenir et d'explorer davantage. Par exemple, dans The Legend of Zelda Breath of the Wild, où la géographie et les récits visuels encouragent une exploration libre et immersive. Il y a une conception justement très maligne de l'univers du jeu, donc du level design, où on va avoir des éléments très hauts en hauteur, par exemple une montagne éloignée, qui va capter l'attention du joueur pour que le joueur y aille et découvre des nouveaux éléments de l'histoire. Narration diégétique et extra-diégétique, ça c'est très intéressant.
Tout d'abord, dans l'univers du jeu vidéo, la narration se distingue fondamentalement des autres médias par sa nature interactive et multidimensionnelle, comme on l'a dit. Contrairement au cinéma et à la littérature, le jeu vidéo offre la possibilité unique de jongler entre différentes couches narratives qui s'entremêlent pour créer une expérience immersive. La maîtrise de ces différentes dimensions narratives est justement essentielle pour tout scénariste souhaitant créer des expériences mémorables. Qu'est-ce que c'est que la narration diégétique qu'on peut aussi retrouver dans l'univers du cinéma et de la série, hein. La narration diégétique englobe tous les éléments narratifs qui existent physiquement dans l'univers du jeu. Ce sont les éléments que les personnages qu'on incarne peuvent voir, entendre, toucher ou avec lesquels ils peuvent interagir. Par exemple, lorsqu'un personnage lit une lettre abandonnée, écoute une conversation entre deux PNJ ou découvre des traces de sang sur un mur, il s'agit d'éléments diégétiques qui se placent à l'intérieur du monde dans lequel se trouvent les personnages. Ces éléments contribuent à créer un monde crédible et cohérent, où chaque détail a sa place dans la place du jeu. Et ça, c'est aussi dans le cinéma et dans l'univers de la série. Donc, par exemple, on peut avoir une musique dans un film qui est écoutée par un des personnages, comme on peut avoir une musique qui est située au-dessus de la piste du monde des personnages. Et là, on parlera justement de narration extra-diégétique. Justement, la narration extra-diégétique représente tous les éléments narratifs qui n'existent que pour le joueur, ou, si on est dans le cinéma ou dans la série, pour le spectateur, et qui se situent en dehors de la réalité du monde du jeu, de la série ou du film. On peut penser justement aux barres de vie, aux objectifs de mission qui s'affichent à l'écran, ou encore la musique d'ambiance qui accompagne une scène d'action. Ces éléments, bien qu'essentiels à l'expérience du jeu, n'ont aucune existence tangible dans l'univers fictif du jeu. Ils servent de pont entre le joueur et l'expérience ludique. Quels sont les composants de la narration diégétique ? Voilà, on a parlé des dialogues entre personnages qui constituent évidemment la forme la plus directe de narration diégétique, qu'il s'agisse de conversations entendues au détour d'un couloir ou d'interactions directes avec des PNJ. Ces échanges enrichissent notre compréhension du monde. L'environnement, on l'a dit, on parle de narration environnementale, raconte quelque chose, des ruines, ça témoigne d'une civilisation passée, des photos accrochées au mur révèlent des relations entre personnages, des objets quotidiens abandonnés suggèrent une évacuation précipitée en cas d'un monde post-apo. Les documents intégrés comme les journaux intimes, les enregistrements audio ou les courriels, consultables sur des ordinateurs in-game, permettent d'approfondir l'histoire sans briser l'immersion. La narration environnementale, on fait un point un peu plus spécifique, est peut-être la forme la plus subtile, très intéressante parce qu'elle n'est pas directe justement, de la narration diégétique. Elle requiert une attention particulière aux détails, donc l'agencement des objets dans une pièce peut raconter les derniers instants de ses occupants. Les conditions météorologiques peuvent refléter l'état émotionnel d'une scène. L'architecture peut révéler l'histoire et la culture d'une civilisation actuelle ou disparue. Les sons d'ambiance peuvent suggérer des événements se déroulant hors champ. La narration extra-diégétique se compose de plusieurs éléments clés. L'interface utilisateur, comme on l'a dit, qui guide les joueurs, les minimaps, les indicateurs de santé, les munitions, les tutoriels qui expliquent les mécaniques de jeu, les cinématiques qui représentent des événements d'une manière plus cinématographique, et la musique qui souligne l'ambiance émotionnelle sans avoir de source physique dans le jeu. Les messages système qui informent les joueurs de sa progression. On peut utiliser les encyclopédies et les codex. Par exemple, une version extra-diégétique, c'est des fiches de personnages débloqués progressivement, comme dans Mass Effect, un bestiaire mis à jour automatiquement après les rencontres, dans le jeu Monster Hunter, les archives historiques révélées au fil de l'aventure dans Assassin's Creed, les glossaires de termes de l'univers dans The Witcher, et les galeries d'artwork et de concepts déverrouillables. Vous voyez que tout ça, ça n'existe pas dans l'univers du personnage incarné, c'est uniquement pour le joueur. En termes de version diégétique, on a le journal personnel du protagoniste de Arthur dans Red Dead Redemption 2, on a la bibliothèque consultable dans le monde du jeu dans Elder Scrolls, le terminal d'ordinateur avec base de données dans Fallout, et le grimoire physique du personnage dans Dragon Age. Qu'est-ce que c'est que l'art de la fusion narrative ? Les meilleurs jeux parviennent souvent à fusionner habilement narration diégétique et extra-diégétique. Par exemple, dans le jeu Dead Space, il réussit à intégrer la barre de vie directement dans la combinaison du personnage. Donc, vous voyez, ça c'est des techniques justement pour renforcer encore plus l'immersion. Dans Horizon Zero Dawn, ça va transformer le scan d'environnement en capacité technologique du personnage. Metro Exodus va utiliser un carnet physique comme carte et journal de quête. Et ces innovations justement permettent de maintenir l'immersion tout en transmettant les informations nécessaires aux joueurs.
Dans BioShock, on a les enregistrements audio qui racontent l'histoire de Rapture tout en étant des objets physiques du monde. Les néons et les affiches propagandistes créent une atmosphère et révèlent l'idéologie de la ville. Les traces de combat et de chaos racontent justement la chute de l'utopie. Dans The Last of Us, les conversations naturelles entre personnages pendant l'exploration, voilà, on apprend des choses, les graffitis et les messages laissés par d'autres survivants, et les photos et les objets personnels qui racontent justement des histoires silencieuses. Quelques techniques d'écriture efficaces pour créer une narration cohérente et immersive. Plusieurs principes doivent être respectés. Chaque élément narratif doit avoir une raison d'être et s'intégrer naturellement dans l'univers. La redondance d'informations, ça c'est propre au cinéma, aux séries, à toute forme d'écriture, justement, doit être évitée. Si une information peut être transmise de manière diégétique, autant privilégier cette approche. Les éléments extradiégétiques doivent être conçus pour être le moins intrusifs possible. Justement, l'idée c'est de renforcer au maximum l'immersion du joueur. Et la narration environnementale doit être suffisamment claire pour être comprise, mais assez subtile pour récompenser l'observation attentive. Le développement des personnages, évidemment, reste, on l'a dit, la clé émotionnelle de toute narration. On l'a dit, l'idée, ce ne sont finalement que des rappels qui sont toujours tout aussi importants dans l'univers d'un jeu vidéo. L'idée, c'est de créer des personnages mémorables et facilement identifiables. Donc évidemment, des protagonistes et des antagonistes qui captivent les joueurs. Il faut que ces personnages aient une certaine forme de complexité, donc créer des personnages avec des motivations et des valeurs nuancées, ce qui va refléter des dilemmes humains. Il faut qu'il y ait un background à ces personnages qui soit intégré au lore du jeu, donc intégrer l'histoire et un passé riche des personnages pour justifier les actions et la personnalité des personnages. Donc Geralt de Rive dans The Witcher ou Joel dans The Last of Us, justement, ce sont des personnages mémorables avec des arcs psychologiques et moraux très profonds. Quelques techniques de conception, tout ça ce sont des rappels finalement, donner à chaque personnage des caractéristiques visuelles et comportementales distinctes, développer la voix, donc chaque personnage va parler d'une certaine manière, style de dialogue spécifique qui révèle des facettes de leur personnalité. On ne parle pas de la même façon si on est d'un statut social haut ou d'un statut social bas. Développer l'ambiguïté morale, construire des personnages avec des zones grises pour engager justement les joueurs dans des choix éthiques. Et créer évidemment des antagonistes complexes, donc des méchants, entre guillemets, avec des motivations assez réalistes. Il ne faut pas qu'ils deviennent caricaturaux parce que ça peut maintenant assez vite ennuyer le joueur. Il faut développer, comme dans l'univers des séries, les arcs des personnages et leur évolution, l'évolution étant encore une fois très importante. Il faut que l'évolution soit guidée, les personnages changent en fonction des choix du joueur ou des événements de l'intrigue. Il faut qu'il y ait des défis, des épreuves évidemment, intégrer les défis dans le gameplay, qui testent les valeurs ou la résilience des personnages. L'impact des choix est très important, ce sont les décisions ayant des répercussions visibles sur l'arc du personnage et sur le monde environnant. Dans Mass Effect, les décisions du joueur façonnent non seulement l'histoire, mais aussi la personnalité de Shepard et ses relations avec l'équipage. Il y a quelque chose qui est spécifique aussi aux jeux vidéo, c'est qu'on peut personnaliser le personnage qu'on incarne et on peut un peu transformer un peu son identité en fonction de nos volontés. Ça, évidemment, il faut que ça soit intégré de façon intelligente. Donc, donner des options de personnalisation, permettre au joueur de personnaliser l'apparence, les compétences ou les traits des personnages. Identification au joueur, l'idée c'est d'intégrer des mécanismes où le joueur peut projeter son identité ou ses valeurs. Est-ce que je suis un bon gars ou un mauvais gars? En termes d'immersion, plus les options de personnalisation sont poussées, plus les joueurs ressentent une connexion avec le personnage. Dans Cyberpunk 2077, les joueurs modifient l'apparence et les capacités de V, ce qui va faciliter une expérience unique pour chaque joueur. Il faut qu'il y ait un développement des personnages à travers le gameplay. Donc là, il faut avoir une narration intégrée, c'est-à-dire une histoire révélée à travers les actions du personnage, pas seulement par les dialogues ou les cinématiques. Voilà. Donc il faut que la narration se fasse par le jeu lui-même et non pas juste par des cinématiques qui ressemblent cette fois-ci au monde du cinéma. Il faut qu'il y ait des réactions au monde, les interactions avec l'environnement et les PNJ enrichissent la perception du personnage. Il faut construire par l'expérience en plaçant le personnage dans des situations extrêmes ou émotionnelles. Le joueur voit son développement et ses réactions. Dans Red Dead Redemption 2, les actions d'Arthur Morgan changent la perception des autres personnages et du joueur sur lui-même. Scénarisation des quêtes et des missions.
parler ici justement de quêtes. Les quêtes sont le moteur de progression pour le joueur, ce qui va offrir des objectifs clairs et des récompenses. Il faut différencier les quêtes principales, qui est la progression narrative, des quêtes secondaires, qui est l'exploration de l'univers et des personnages. Et encore une fois, comme je l'avais dit pour les séries où il y a un arc principal et des arcs secondaires, euh, il ne faut pas sous-estimer les quêtes secondaires, bien au contraire, elles sont tout aussi importantes, si ce n'est plus, que l'arc principal. Parce que c'est elles qui vont enrichir l'univers et les personnages. L'idée, c'est d'utiliser les quêtes pour approfondir le lore et faire évoluer l'histoire. Dans Witcher 3 et Skyrim, on a des quêtes, justement, même des quêtes secondaires qui vont au-delà de simples missions et qui permettent d'enrichir l'univers et les personnages. Quelle structure des quêtes? Avoir une accroche narrative, créer des introductions intrigantes qui captivent le joueur dès les premières minutes. C'est toujours le même enjeu, que ce soit sur le début d'une série ou le début d'un film. Il faut définir le contexte, donner au joueur une raison de s'investir en posant un cadre et un enjeu immédiat. Utiliser les PNJ, donc nos fameux personnages non joueurs, donc ce sont les personnages qui sont autour de nous dans l'univers du jeu. On va les utiliser pour introduire les quêtes et rendre l'univers vivant. Dans Mass Effect, justement, les PNJ introduisent souvent des quêtes de manière immersive en donnant des motivations assez réalistes. En termes de progression, l'idée c'est de diviser les quêtes en étapes claires pour maintenir l'intérêt et la clarté des objectifs, utiliser des révélations progressives, donc introduire des éléments surprises et des rebondissements qui modifient les enjeux de la quête, et avoir une difficulté évolutive. L'idée c'est d'augmenter les défis pour maintenir l'engagement du joueur tout au long de la quête. Dans Red Dead Redemption 2, le jeu intègre des quêtes avec plusieurs étapes, dévoilant graduellement des informations. En termes de finalité, donner aux quêtes une conclusion satisfaisante qui laisse un impact durable, et finir avec une récompense narrative, terminer les quêtes avec des dialogues ou des événements qui marquent l'histoire principale. En termes de conséquences, ça permet aux actions du joueur d'influencer les relations avec l'univers. Dans The Witcher 3, les quêtes principales ont des fins qui impactent le monde et les PNJ de façon mémorable. Vous voyez qu'on a toujours la structure début, milieu et fin. Et en général, si on réfléchit aussi à Joseph Campbell, on a le retour avec l'élixir. Donc ici, on peut aussi développer l'idée que chaque quête permet au joueur de débloquer un nouvel objet qu'il pourra utiliser dans le jeu, une épée magique, un nouveau type d'armement justement, une sorte de récompense finale. Les quêtes principales, elles supportent l'histoire centrale, ce qui va impacter le monde et les personnages de manière majeure. Les quêtes secondaires, elles, vont enrichir l'univers et offrir des aperçus des cultures, des personnages et des histoires parallèles. Il faut avoir un bon équilibre entre les deux, évidemment. Utiliser un juste milieu pour que les quêtes secondaires complètent l'intrigue principale sans la détourner. On peut avoir en tête Fallout et Skyrim qui équilibrent habilement quêtes principales et secondaires, ce qui encourage justement l'exploration et l'immersion. En termes de stratégie de conception pour l'engagement, il faut avoir des objectifs significatifs, créer des objectifs captivants, justement, sinon ça n'a pas d'intérêt pour le joueur, qui sont reliés aux motivations du joueur et au contexte narratif. Bon, ça c'est propre après au game design. L'idée c'est d'avoir des mécaniques innovantes, introduire des éléments interactifs comme des choix qui influencent le cours des quêtes, et avoir une immersion sensorielle, utiliser des graphismes, des musiques, des dialogues immersifs pour renforcer l'engagement. Cyberpunk 2077 et Horizon Zero Dawn, justement, réussissent à créer au moins, après chacun jugera de s'il aime le jeu ou pas, mais ils réussissent à créer un univers très immersif qui engage le joueur. Avoir des récompenses narratives, récompenser le joueur avec des éléments du lore, des dialogues et des avancées de l'histoire. On l'a déjà dit, on peut avoir aussi des récompenses matérielles, donc des objets, des compétences et autres gains matériels qui renforcent la progression du personnage, ce qui va offrir une certaine forme de satisfaction psychologique. Ça offre une reconnaissance des efforts du joueur pour renforcer la satisfaction en fait. Dans Assassin's Creed, justement, les récompenses viennent sous forme d'armes et d'éléments de narration qui motivent à poursuivre. Les quêtes, il faut qu'elles soient toujours reliées à l'histoire principale. Donc les conceptions des quêtes qui avancent l'histoire centrale ou la révèlent sous un autre angle. Il faut développer des thématiques, les quêtes pour explorer des thèmes et des questions philosophiques liées à l'histoire principale. Il faut qu'il y ait un sens. Pourquoi on a développé cette quête? Elle doit raconter quelque chose de nouveau sur l'univers ou sur le personnage principal.
Il faut qu'il y ait une consistance tonale, donc maintenir le même ton et atmosphère dans les quêtes pour une expérience cohérente. Dans The Last of Us 2, hein, le jeu utilise chaque quête pour enrichir la trame émotionnelle et la complexité des personnages. Sans vous spoiler, évidemment, n'hésitez pas à aller jouer au jeu, qui est un très bon jeu et qui révèle beaucoup de choses sur la psychologie des personnages. La conséquence des choix du joueur, donc un terme clé ici c'est la ramification, donner aux quêtes des conséquences qui influencent les interactions futures et la progression de l'histoire. Il y a un impact sur les personnages, ça permet au choix du joueur de modifier les relations avec les personnages non joueurs. Il faut varier l'expérience, offrir des chemins alternatifs et des fins multiples qui enrichissent la rejouabilité. Typiquement, le jeu Detroit Become Human de Quantic Dream propose des ramifications multiples. Donc en fait, il y a une arborescence narrative en fait. Justement, on peut prendre un chemin 1 comme un chemin B, etc. Et à la fin avoir des fins totalement différentes en fonction des choix du joueur, ce qui va impacter l'univers et les personnages, et encore plus le joueur. Quelques techniques pour créer des quêtes immersives, on l'a dit, hein, le récit environnemental, utiliser l'environnement, les dialogues, l'interaction, la structuration non linéaire, c'est-à-dire donner aux joueurs la liberté d'explorer dans l'ordre qu'ils le souhaitent une histoire. Dans Divinity, justement, Original Sins 2, le récit environnemental et les dialogues créent une atmosphère immersive qui rend justement chaque quête unique. Les dialogues et les interactions, c'est très important. Quelques techniques d'écriture de dialogue. Tout d'abord, l'authenticité. Adapter le langage et le ton aux personnages pour renforcer leur identité et rendre leur dialogue crédible. En termes de caractérisation, utiliser les dialogues justement pour révéler la personnalité, les motivations et les dilemmes des personnages. Ça, on l'a vu pour l'écriture du cinéma, de script ou de script pour la télévision. En termes de contextualisation, intégrer des références culturelles ou des éléments de l'univers qui renforcent l'immersion du joueur. Il faut que vos dialogues soient fluides et naturels, évitez les dialogues trop longs. Hein. Les règles du cinéma et des séries persistent, hein. Donc ça, c'est un universel. Privilégier un style qui semble naturel au jeu. Dans The Witcher 3, les dialogues de Geralt sont à la fois concis et révélateurs, ce qui est adapté à son caractère justement stoïque. Conception des choix de dialogue. Tout d'abord sur les choix narratifs, l'idée c'est de proposer des options de dialogue qui influencent la progression de l'histoire et qui permettent de multiples issues. En termes d'impact relationnel, créer des choix qui modifient les relations entre le joueur et les personnages non joueurs. Il faut qu'il y ait des répercussions évidemment émotionnelles. Concevoir des choix qui posent des dilemmes moraux, hein, c'est très important. C'est là où les dilemmes moraux peuvent prendre toute leur saveur parce qu'ici le joueur peut ou non faire un choix qui va transformer totalement l'action de la suite d'une histoire et limiter le nombre de choix. Hein. Donc privilégier la qualité des choix à la quantité. L'idée c'est pas de s'éparpiller, de dire voilà, je vous propose tellement de choix que finalement le joueur ne s'y retrouve pas. On choisira toujours la qualité des choix. Peu de choix est très bien écrit plutôt que plein de choix est très mal écrit. Dans Mass Effect, chaque choix de dialogue impacte l'histoire et les relations avec les coéquipiers. Quelle réaction du monde au dialogue? Tout d'abord le comportement des PNJ. Hein. L'idée c'est de toujours faire en sorte que le joueur soit immergé. Il ne faut pas que le joueur sorte du jeu, de l'univers du jeu. Adapter justement les attitudes et les réactions des PNJ en fonction des choix du dialogue du joueur. L'univers doit évoluer, hein, donc permettre aux décisions du joueur de modifier des aspects du monde comme l'allégeance des factions ou la réputation. Bon, il faut travailler quand même sur un médium qui reste visuel et auditif. Donc, il faut avoir des feedbacks, utiliser des expressions faciales et des intonations vocales pour renforcer les impacts des dialogues. En termes de conséquences à long terme, donner au choix de dialogue un effet persistant qui revient au fil de l'histoire. Dans Cyberpunk 2077, les choix de dialogue modifient la perception que les PNJ ont du personnage principal et influencent justement les missions futures. Quelques techniques narratives pour les dialogues interactifs. Donc on aura aussi des branches narratives dans les dialogues, concevoir des chemins multiples pour chaque dialogue, créant une variété d'expériences. On va pouvoir personnaliser des réponses, adapter les options de dialogue au caractère que le joueur veut incarner, des réponses de type héroïque, pragmatique, etc., voire négative. Gérer le rythme des interactions, varier la longueur et la cadence des dialogues pour s'adapter aux moments d'intensité et de calme dans le jeu. Le rythme sera toujours tout aussi important dans le jeu. C'est un rythme qui est différent, évidemment, du cinéma et de la série. Parce que
Je ne l'ai peut-être pas dit, mais un jeu vidéo, on peut jouer à un jeu pendant 30 heures, voire 100 heures. Ce qui est différent d'une série, évidemment, et ce qui est encore plus différent d'un film. Il faut avoir une évolution contextuelle, mettre à jour les options de dialogue en fonction des actions passées du joueur pour une continuité narrative. Dans Fallout New Vegas, justement, les dialogues changent en fonction de la réputation du joueur dans différentes régions. Pour tout ce qui est immersion et conséquences dans les dialogues, l'idée c'est de renforcer l'immersion, utiliser des dialogues pour impliquer directement le joueur dans l'histoire, en le faisant participer au choix de l'intrigue, créer des coïncidences narratives, utiliser les dialogues pour souligner les répercussions des choix, les erreurs et la réussite du joueur, créer un système de réputation, introduire des systèmes de réputation qui s'adaptent au dialogue et influencent le respect ou le mépris des PNJ. On parle aussi de système de karma. Retour sur les décisions passées, permettre au personnage de réagir aux choix passés du joueur pour une continuité réaliste. C'est pas parce qu'on a fait une action à un moment donné qu'on doit l'oublier. Il faut qu'il y ait une conséquentialité de nos actions. Justement, dans Dragon Age Inquisition, chaque décision influence la façon dont les PNJ voient le joueur, ce qui crée un sentiment, ce qui renforce ce sentiment d'immersion et d'implication. On va parler d'un concept qui est très important justement dans notre façon d'écrire, de concevoir une narration dans l'univers du jeu vidéo, c'est la dissonance ludonarrative. Qu'est-ce que c'est que la dissonance ludonarrative? C'est un concept qui est assez récent finalement. Ça se réfère à l'incohérence entre les mécaniques du jeu et la narration du jeu vidéo, ce qui va entraîner une discordance entre l'expérience du jeu et l'histoire racontée. Cette dissonance peut affecter l'immersion, l'engagement émotionnel et la perception de l'histoire par le joueur, ce qui va créer une expérience parfois frustrante ou déroutante. Pour aller très très vite, mais si on a un jeu vidéo dont la thématique centrale est la liberté, voilà, qui raconte la liberté, etc., mais qui a narrativement raconte la thématique de se libérer de quelque chose qui vous contrôle et qui est très oppressif, si les mécaniques de jeu ne donnent pas l'opportunité de raconter, d'être en lien avec la thématique de la liberté, donc ce sont des mécaniques où on est très contrôlé, où les choix sont très limités, évidemment vous voyez que entre la thématique narrative et les mécaniques de gameplay, les deux ne se retrouvent pas en fait. Il n'y a pas une complémentarité entre les deux. Et ça c'est un risque quand on veut raconter des choses à travers un jeu et que les mécaniques du jeu ne racontent pas la même chose. Donc en fait là ça va être le lien entre le narrative designer et le game designer. L'idée c'est de faire en sorte que les deux soient complémentaires pour éviter justement cette dissonance ludonarrative. Alors on va faire quelques contextes, on va faire un petit contexte théorique. C'est introduit par le designer, je vous ai dit c'est relativement récent, Clint Hogging en 2007 pour décrire les tensions entre gameplay et récit. Ça met en lumière les conflits qui émergent lorsque le joueur est amené à agir d'une manière qui contredit le récit ou les thèmes du jeu. On a le gameplay, pour rappel, ce sont les mécaniques qui encouragent certaines actions, et la narration, c'est l'histoire, les personnages et le message véhiculé par le jeu. Quelques types de dissonance. On a la violence contre des thèmes pacifistes, un jeu qui promeut la paix mais qui encourage le joueur à recourir à la violence dans le jeu. Voilà. Liberté contre manipulation, un jeu où le joueur pense avoir des choix significatifs mais où ces choix sont finalement manipulés par le récit. Quel effet sur le joueur? Ça crée de la confusion, de la frustration, et ça diminue l'impact émotionnel de l'histoire. Quel impact sur l'expérience? L'immersion est réduite, la contradiction entre les actions du joueur et l'histoire peut réduire la capacité à s'investir dans le récit, et ça crée une forme de dissonance cognitive, les joueurs peuvent ressentir un conflit interne entre leurs actions et les valeurs personnelles du personnage. Quelle est la réaction du public? Il va y avoir des discussions en ligne et des critiques sur la manière dont la dissonance affecte leur expérience de jeu, donc évidemment ils vont critiquer, et une réflexion sur les implications éthiques des choix de conception. Quelles solutions potentielles pour atténuer la dissonance? Il faut qu'il y ait un alignement des mécaniques de jeu et de la narration, concevoir des systèmes de jeu qui soutiennent les thèmes narratifs et qui enrichissent l'expérience globale. Il faut que les choix soient significatifs, les choix qu'on donne aux joueurs soient significatifs, offrir aux joueurs des choix qui ont des conséquences réelles, ce qui renforce l'idée de libre arbitre. Et une petite réflexion pour les concepteurs, c'est comment éviter la dissonance ludonarrative peut conduire à des histoires plus cohérentes, à une meilleure expérience utilisateur.
Quelques exemples avec BioShock, d'abord sur les thématiques objectivistes. Donc objectiviste, c'est un courant philosophique qui est apparu à travers la philosophe russo-américaine Ayn Rand. BioShock met en avant justement les principes de l'objectivisme, dans cette philosophie, ça souligne l'importance de l'individualisme, de la liberté des choix et de la responsabilité personnelle. La ville utopique ou dystopique, Rapture, c'est une ville sous-marine, est une représentation des idéaux justement objectivistes, où les personnages poursuivent leurs intérêts personnels sans se soucier des conséquences sociales. Mais d'un autre côté, le gameplay est dirigiste, le gameplay est fortement dirigé, avec peu d'options réelles. On a l'impression d'avoir du choix, mais en fait, il n'y en a pas tant que ça. Concernant les actions et les choix narratifs, les mécanismes de jeu imposent une série d'objectifs à atteindre, souvent en recourant à la violence. Bien que le joueur soit encouragé à croire qu'il fait des choix significatifs, la réalité est que de nombreuses décisions sont orchestrées par le récit, limitant le sentiment de liberté. C'était l'exemple historique qui a été utilisé justement par le designer en 2007. Tout ça va créer cette fameuse dissonance ludonarrative. Cette contradiction crée cette fameuse dissonance où le désir d'explorer des thèmes d'objectivisme et de libre arbitre se heurte à la structure du gameplay qui est totalement en fait linéaire et dirigiste. Le joueur peut ressentir un conflit entre les idéaux de liberté promus par l'histoire et le manque de réelle autonomie dans le gameplay, ce qui soulève des questions sur la nature des choix qu'on donne aux joueurs et la manipulation. On en a parlé tout à l'heure, on parle d'agency ou de l'influence du joueur, c'est un terme qui est très important. L'agency ou l'influence du joueur se réfère à la capacité d'un joueur à agir et influencer le monde du jeu par ses décisions. L'agency est essentielle pour créer une expérience immersive, engageante et significative pour le joueur. Notre objectif, c'est d'explorer les différents aspects de l'agency dans l'écriture et la conception, évidemment, d'un jeu vidéo. Choix et conséquences. Tout d'abord, les choix effectués par le joueur doivent avoir des conséquences significatives, on l'a dit. On le redit très spécifiquement par rapport à l'agency, parce que c'est ça, en fait, qu'on cherche à avoir, c'est créer de l'agency pour le joueur. Donc ces conséquences sont à la fois sur l'histoire et l'environnement du jeu. Il y a un impact sur l'expérience, ça renforce l'engagement du joueur en le faisant se sentir responsable de ses actions, par exemple jeu avec plusieurs fins dans The Witcher, ou des décisions morales qui affectent les relations entre personnages, par exemple dans le jeu Life is Strange. Sur le contrôle et la personnalisation, le niveau de contrôle que le joueur exerce sur son personnage et sur les choix stratégiques, on l'a dit aussi, personnalisation des personnages, apparence, compétences, options de gameplay, choix de stratégie, style de jeu. Voilà. L'idée ici, c'est de permettre au joueur de s'investir davantage dans l'univers du jeu et de se sentir unique. En termes d'interactivité et d'exploration, l'interactivité et la possibilité d'explorer le monde du jeu influencent l'agency. Quelques exemples d'interactivité, manipuler des objets dans l'environnement, par exemple dans Breath of the Wild, ou des quêtes secondaires avec des interactions avec les PNJ. En termes de rôle dans l'engagement, plus les joueurs peuvent interagir avec le monde, plus ils se sentent acteurs de l'histoire et plus l'immersion justement sera réussie. Test et itération, ça c'est très important pour comprendre un peu aussi le fonctionnement de la production d'un jeu vidéo. Évidemment, nous on s'intéresse plus à la partie narrative, mais il va falloir tester évidemment des premières versions, des dialogues, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, quels sont les retours des premiers joueurs avant même que le jeu soit commercialisé. Ça c'est très important d'avoir justement ces fameux feedbacks. On doit avoir une validation de la narration et de l'engagement à travers ce qu'on appelle des tests de jeu. Il y a différents moments de milestones en fait, qui sont importants dans la production. On parle de la phase alpha, de la phase bêta, et qui permettent justement d'évaluer l'efficacité de la narration et son impact sur l'immersion du joueur. Ces fameux tests alpha et bêta, ces phases justement permettent de détecter les incohérences dans l'histoire et d'évaluer la fluidité des dialogues et des quêtes. L'idée aussi, c'est d'identifier des blocages. Ça va révéler les moments où les joueurs perdent intérêt, voilà, tout simplement. Est-ce qu'à un moment, une quête devient trop longue? Est-ce qu'elle est assez intéressante pour un joueur? Est-ce que les dialogues sont convaincants ou pas? Tout ça, on va pouvoir évidemment l'évaluer à travers ces fameux tests narratifs. L'idée, c'est de recueillir les retours. Les commentaires des joueurs sont très importants, encore plus dans le domaine du jeu vidéo. C'est l'industrie qui réunit en fait toutes les autres, développeurs, programmeurs, motion capteurs, etc. Ce qui va permettre d'améliorer certains aspects et affiner la narration et le gameplay.
Et l'idée, c'est de s'améliorer sur ces fameux feedbacks, adapter les dialogues, ajuster la courbe de difficulté, ça c'est plus pour le game designer, et raffiner les quêtes pour répondre aux attentes. Et enfin, on va pouvoir faire différentes itérations. C'est le propre du jeu vidéo, c'est un processus itératif continu qui permet de peaufiner le jeu à chaque phase, et ce qui va garantir une cohérence narrative et une meilleure immersion. Voilà tout, ce cours est terminé et je vous dis à tout de suite pour un nouveau cours.